Thierry de Montbrial nous a encouragés en quelque sorte à la psychanalyse. Je ne suis pas sûre que ce soit nécessairement, comment dire, les qualités premières de nos intervenants. Ils vous ont été présentés, je n'y reviendrai pas pour le moment, mais il me semble qu'après le tableau plutôt optimiste et dynamique brossé par Bruno Le Maire et le tableau plus sombre brossé par Thierry de Montbrial, on peut d'abord, je crois, féliciter une fois encore l'IFRI pour avoir choisi de célébrer ce 40e anniversaire au lendemain d'un sommet à Bruxelles entre la Chine et l'Union européenne, et aussi aujourd'hui même, comme on le sait, le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui doit décider d'un nouveau calendrier ou non pour cet interminable chaos du Brexit. Et je crois que la concomitance de ces deux événements nous pousse à réfléchir à ce qu'est aujourd'hui l'Europe, l'Europe puissante parce que c'est un ensemble économique et commercial majeur, l'Europe affaiblie de l'intérieur par ses doutes, par son trouble identitaire, son repli sur soi, mais aussi affaiblie par des tentatives de déstabilisation venues de voisins qui ne sont pas toujours bienveillants, et enfin de cette Europe souvent pusillanime que nous regrettons tous, qui semble indécise et si peu sûre de ses capacités à imprimer sa marque dans l'histoire. Donc je voudrais commencer par demander à Francisca de nous livrer en quelques minutes sa manière, d'abord sa réaction aux deux discours de ce matin et sa manière à elle de voir, vous êtes verte si j'ose dire, bien que d'un joli bleu européen, députée, jeune, femme politique d'avenir, comment voyez-vous cette Europe ? D'abord, merci pour cette invitation et félicitations à IFRI. Je ne suis pas si jeune, j'ai le même âge que l'IFRI. Je suis née en 79, c'est une belle année. C'est une bonne année. Je partage beaucoup d'analyses de M. Montbrial, mais aussi du ministre, sur le choix que les Européens ont à prendre aujourd'hui. Est-ce qu'on veut un jour être juste, je veux dire, entre un ping-pong américain-chinois, ou est-ce qu'on veut définir notre propre futur ? Et c'est valide pour tous les domaines. Et moi, j'y pense nécessairement aussi à la question de la digitalisation. Vous en avez un peu parlé, mais là, je pense que c'est très important. Est-ce qu'on veut avoir une digitalisation américaine ou chinoise, je veux dire un monopole privé ou un monopole étatique, une censure totale ou un monopole privé qui définit aussi ce qu'on a le droit à faire ou non. Ça, c'est en ce moment, par exemple en Allemagne, un grand débat aussi sur la question du 5G. Est-ce qu'on veut encore avoir des capacités européennes à avoir l'infrastructure de l'économie de futur, ou est-ce qu'on les donne dans les mains des Chinois ? Du coup, c'est ce qu'on appelle, nous, le 5G. Hein ? On dit le 5G. Le 5G, d'accord. 5G. Et vous êtes en avance sur nous. Du coup, pour moi, c'est dans le commerce, bien sûr, mais aussi dans tout ce qui est la digitalisation. Et aussi pour les Verts, c'est une question de comment on réussira un jour à refonder notre économie sur un modèle plus durable et avec plus de cohésion sociale. Vous n'en avez pas parlé aujourd'hui, mais je pense qu'une identité européenne, on n'arrivera pas à y parvenir juste par des ennemis de l'extérieur. Il faudra aussi créer plus de cohésion interne. Et c'est une question de la cohésion sociale. Et on voit qu'il y a des doutes sur cette volonté d'avoir une cohésion sociale. Et je viens de l'Allemagne, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas évident d'en parler. Mais je pense que c'est un des éléments clés si on veut réussir à avoir une cohésion au niveau international. C'est d'abord d'avoir aussi une cohésion au niveau européen plus social. Et un dernier point qui m'est important, c'est d'avoir un point de vue sur notre voisinage. Ce qui se passe en ce moment en Libye, c'est un signal ou c'est le résultat d'un désaccord européen.
les Français, les Italiens, les British, qui n'étaient pas d'accord sur la voie à suivre en Libye. C'est un désastre, mais c'est un désastre pour nous, aussi bien sûr que pour les Libyens. Et ça aussi, je pense qu'il faut, indépendant des Chinois, des Américains, etc., des Russes, à nous de décider quelle réussite dans notre voisinage. Et ça, après, ça relie les questions de migration, etc. Du coup, je pense que ça ne suffit pas de voir les ennemis qu'il y aura, mais de voir qu'est-ce que nous, on veut faire. Et je veux dire, nous, on veut avoir un modèle social de cohésion, une économie durable et un voisinage paisible. Ça doit être un objectif positif, parce qu'on n'arrivera jamais à convaincre les citoyens juste par la peur. Merci Francesca. Précisément, Bernardino León, vous êtes espagnol, diplomate, vous avez assumé des fonctions, des responsabilités importantes, précisément au nom de l'Union européenne et particulièrement en Libye. Vous dirigez maintenant une académie diplomatique à Abu Dhabi. Comment voyez-vous, à la lueur de cette désunion dont Francesca, à juste titre, vient de souligner le désastre s'agissant de la Libye, mais on la voit aussi à l'œuvre ailleurs, maintenant que vous nous regardez et que vous êtes plus au sud, en quelque sorte, quels sont, selon vous, à la fois les atouts, mais aussi les dangers de cette Europe pour qu'elle réponde à ce que notre ami Thierry Gomard a joliment appelé l'affolement du monde? Bonjour. Tout d'abord, mes félicitations à l'IFRI, et évidemment à mon cher ami Thierry de Montbrial. Et aussi, permettez-moi, à titre personnel, d'exprimer aussi ma satisfaction d'être ici aujourd'hui. Je fais mes études à Sorbonne il y a 30 ans. Mes deux enfants ont fait des études en Sorbonne, en sociologie, philosophie et économie. Donc, je suis particulièrement satisfait d'être ce matin avec vous. Alors, la Libye représente très bien l'échec de l'Europe dans la région de la Méditerranée. Mais nous devons tout d'abord élargir le focus et regarder les choses d'une certaine distance politique ou analytique, si vous voulez, et une certaine distance temporaire. L'Europe a des valeurs qui devraient être projetées, et je pense que les deux grandes interventions qu'on a entendues ce matin nous ont montré à quel point la crise politique, la crise des valeurs, la crise économique et sociale et la crise de leadership, ce sont les quatre qui j'identifie dans les interventions ce matin, nous met dans une situation de survivance. Nous sommes menacés, notre survivance comme Européens est menacée, et cette menace aussi nous amène à cette désunion qui se projette dans nos relations extérieures. Je mentionne les quatre parce que ces quatre éléments sont présents dans la bataille des idées, dans la bataille politique qui se joue aujourd'hui en Méditerranée. Et c'est la grande bataille pour l'Europe. C'est la démocratie, et ni les États-Unis ni la Chine vont faire cette bataille, ni la Russie évidemment, ni la Turquie, ni l'Arabie saoudite. Aucun de ces leaders va faire la bataille de la démocratie en Méditerranée. On a vu la Tunisie, on voit aujourd'hui l'Algérie, on a vu la Libye, l'Égypte, la Syrie. C'est tous des échecs pour l'Europe, des échecs regrettables. Mais il faut voir de plus loin les choses. En Libye, par exemple. Alors, l'Europe s'est battue avec les Nations Unies, avec certains pays internationaux pour développer le concept de la responsabilité des protégés. C'est un concept qui devrait renforcer le droit international, qui est l'une des signes d'identité de l'Europe. On l'a fait, et en 2011, avec la résolution 1973, quand on avait l'opportunité d'appliquer ce principe
avec l'appui de la Chine, l'appui de la Russie, l'appui de Inde, des pays qui n'étaient pas attendus, c'est nous les Européens et nos divisions internes qui ont empêché le développement de ce principe. Et depuis là, on n'a pas été unis en Libye jusqu'au 2014, quand on a eu la médiation, qui était une médiation qu'on a fait entre l'ONU et l'Union européenne. Je pense que c'était important, le message des Nations Unies, de choisir un Européen et permettre à l'Union européenne de jouer un rôle important en Libye. Ce qu'on a fait, c'est projeter nos valeurs, la diplomatie, le dialogue, pas des interventions militaires, et récupérer la state building, la récupération institutionnelle et politique de la Libye à travers un grand accord, qui était un premier pas. Mais depuis là, l'Europe a été de nouveau divisée, et c'est cette division qui nous a amené à la situation que nous avons aujourd'hui. Mais en Syrie, c'était la même chose. En Tunisie, on n'a pas encore montré, on n'a pas encore élaboré un grand plan pour montrer aux Tunisiens que leur bataille pour la démocratie est appuyée par l'Europe. On doit le faire encore, on doit les offrir une intégration plus forte dans nos institutions et dans nos politiques régionales. Et on a aujourd'hui l'Algérie. Où est l'Europe? Elle doit être plus présente, parce que cette bataille, ce n'est pas la bataille pour l'avenir de la démocratie, des droits de l'homme et de toutes les grandes valeurs importantes pour l'Europe. C'est la survivance des pays du Sud, mais c'est aussi la survivance de l'Europe. Igor Jurgens, vous êtes le président de l'Institut du développement contemporain à Moscou. On vient de comprendre, et l'on sait à quel point, en fait, le vrai vainqueur de ce chaos sanglant en Syrie, c'est Vladimir Poutine. Et on vient de voir à travers la Libye et d'autres exemples que nous venons d'entendre que l'Europe, au fond, a été absente en tant que telle dans cette partie du monde arabe. On a aussi compris que l'objectif de Moscou n'est pas d'installer la démocratie. Jusqu'à quel point, selon vous, les objectifs restent divergents entre ceux du Kremlin et ceux de nos institutions et aussi de nos capitales européennes, puisqu'en matière de politique étrangère, il n'y a pas véritablement de politique étrangère commune? Vous me donnez que 5 minutes, Christine. On va voir. Ah, d'accord. Bon, merci infiniment, Thierry de Montbrial. Bien sûr, l'IFRI, c'est un pilier de notre développement scientifique très important pour les Russes européens. Et c'est de la part des Russes européens que je parle, pas de la part du Kremlin, parce que je parle le mandat. Et donc, je me pose la question à quelle espérance l'Europe peut-elle répondre dans le monde de demain pour les Russes. Et je peux vous dire qu'il y a 3 questions que je dois évoquer. D'abord, pour nous, c'est très important que vous faites maximum pour sauver l'intégration européenne. Parce que l'intégration européenne, pour nous, c'est notre civilisation, c'est notre culture. Et ici, c'est la faillite des Russes européens aussi. Donc, Brexit, je comprends la position du président Macron qui dit qu'il faut être quand même dans les limites du temps et il faut que les Britanniques décident aujourd'hui ou demain, sinon, bon, un autre essai. Mais je donnerai un peu plus de temps pour les Britanniques qui sont Remainers. Ils luttent farouchement et ils luttent pour l'Europe. Donc, à part de Brexit, pour l'intégration européenne, je dirais cet été, c'est Ruxit. C'est la Russie qui risque d'être exclue du Conseil de l'Europe. Et ça sera une tragédie pour nous aussi, hein, parce que c'est la rupture qui nous ne voulons pas. Donc il faut penser là-dessus aussi. Et c'est l'intelligence européenne qui peut éviter cette éventualité. Deuxième tâche. Uniquement côté européen ou est-ce qu'il y a peut-être du côté russe il y a des devoirs russes à faire chez nous, hein, mais c'est notre lutte à nous qui
qui est subtil de temps en temps, qui est ouvert de temps en temps, mais il faut avoir les partenaires forts de côté européen. Deuxième tâche et deuxième espérance, c'est le modèle équitable et de mondialisation. Et ici, il y a beaucoup d'espérance créée par le Forum de la paix qui M. Macron a convoqué l'année passée, et deuxième édition 11 novembre aujourd'hui, cette année-là. Et là, 140 NGOs, beaucoup des académiciens, beaucoup des activistes ont créé le Davos pour le peuple. Et Davos pour le peuple, il peut Davos travailler. pour les peuples, c'est pour certains très contradictoire. Davos pour le peuple, Davos pour les gens qui comprennent que mondialisation est inévitable, mais mondialisation pas pour les sociétés transnationales, pas pour les super riches, pas simplement pour les élites et intellectuels, mais pour les peuples, hein, au niveau de l'environnement, au niveau de social, etc., etc. Donc, le Congrès de la paix, le Forum de la paix de Paris, c'est un organisme et plateforme très, très important là-dessus. Et si deux tâches que j'ai mentionnées sont faciles à faire, la troisième est très difficile. À mon avis, il faut préparer le modèle de cohabitation des libérales et autocrates, des démocraties libérales style Westminster et Chine, Russie, Turquie et les autres qui sont autocrates pour le moment, et c'est le génome de ces nations. À Helsinki, en 1975, on a essayé et on a trouvé la solution pour vingtaine d'années. À mon avis, aujourd'hui même, il y a des choses qu'il faut faire à nouveau, comme la conférence mondiale de sécurité, environnement, commerce, etc., entre les deux systèmes qui sont déjà là. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les chartes atlantiques, ça s'appelle, je cite, Déclaration des principes pour la liberté, la prospérité et la paix du Conseil atlantique, hein, signé par les gens très importants. C'est de votre côté. De côté autocratique, il y a une Shanghai, organisation de coopération de Shanghai, qui travaille là-dessus pour créer le bloc à nouveau. Donc, pour ne pas répéter les catastrophes de division, il faut créer quelque chose. Et il y a l'espoir, beaucoup d'espoir, que la génie européenne nous proposera quelque chose là-dessus. Moins de complaisance et plus d'intelligence, c'est ce qu'on attend de vous. Et de votre part à vous, de notre part à vous, moins de tentatives peut-être de déstabiliser nos systèmes et d'utiliser cette technologie dont nous sommes tous devenus les adeptes, mais qui parfois nous semble utilisée à des fins, comment dire, pour le moins suspectes. Diplomatie ne marche pas, et c'est une tragédie et peut-être catastrophe. Et c'est ce que je vous propose, c'est de mettre tout ça sur la table et commencer de débrouiller, hein, pas à pas, de l'Ukraine à Syrie, à Libye, à désarmement, à ANF, etc., etc. Les problèmes sont énormes. Jean-Louis Bourlange, vous êtes pour nous l'une des grandes voix de cette Europe avec ses avancées, ses reculs, ses pas de côté, ses pas de crabe, mais en même temps toujours la flamme. Donc, expliquez-nous comment, selon vous, l'Europe peut répondre à cette offre de dialogue, si j'ai bien compris, du bloc que notre ami Igor appelle le bloc des autocraties, et en même temps répondre aux doutes qui s'installent en son sein même avec des opinions publiques, des peuples qui sont en proie, pour certains, de façon plus accusée que d'autres, au repli identitaire. Je vous remercie, Christine. Je crois que je suis en tout cas une métaphore de l'Europe aujourd'hui, puisque j'ai à la fois la flamme au cœur et la béquille à la main.
Dans le même esprit, je ne résiste pas, avant de répondre à votre question, à prolonger une observation qui a été faite par Thierry tout à l'heure, quand il citait la phrase « prêtée à Napoléon, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera », et Thierry disait à juste titre que Tullard, qui est notre grand spécialiste des affaires napoléoniennes, n'avait jamais trouvé trace de cette phrase dans les écrits de Napoléon. Mais Tullard est aussi le grand spécialiste du cinéma. Et il a trouvé l'origine de cette phrase, et je crois que c'est quand même très intéressant métaphoriquement. Elle est prononcée par Charlton Heston parlant à Ava Gardner dans les 55 jours de Pékin. Alors là, on voit véritablement à la fois l'influence d'Hollywood sur la constitution de notre mentalité et la force des fake news par rapport à la réalité. Nous sommes effectivement, et c'est encore Hollywood qui dit à la fin de Liberty Valance, l'homme qui tua Liberty Valance, quand la légende est plus grande que la réalité, on choisit la légende. Eh bien, alors, est-ce que c'est encore Hollywood qui, selon vous, imprime cette culture européenne dont Bruno Le Maire, d'entrée de jeu, soulignait non seulement la richesse, mais en fait sa capacité de continuer à cimenter une forme d'identité commune? Oui, alors il ne faut pas diaboliser les États-Unis, en tout cas la société américaine et la culture américaine, après l'avoir idolâtrée. Je serais tenté de dire, comme le général de Gaulle, l'Europe et l'Amérique, sa fille. Donc la fille a grandi, elle est manifestement plus dynamique et plus forte que l'Union européenne. Mais je voudrais quand même revenir maintenant à votre question fondamentale. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Thierry nous invite dans la question qui nous est posée, que vous avez exprimée, à nous situer par rapport à une puissance, la Chine. Il y a 50 ans, on se situait par rapport à une autre puissance, l'URSS. Maintenant, on se situe par rapport à la Chine. Je voudrais essayer de comprendre pourquoi le rapport pour nous, Européens, est compliqué. Parce que je crois que nous ne devons pas être dans une relation de caractère schmittienne. Schmitt, non pas Helmut, mais Karl, c'est-à-dire l'idée que la politique se définit en fonction de la dialectique de l'ami et de l'ennemi. C'est clair que l'Union européenne, la communauté européenne s'est constituée dans une relation de résistance extrêmement forte à l'URSS. C'est clair aussi que quand cet adversaire a disparu, s'est affaibli considérablement après l'effondrement de l'URSS, l'unité européenne s'est délitée. Et c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, si elle résiste plus qu'on ne pouvait le penser, comme on le voit dans le Brexit, comme on le voit par la résistance de l'euro par rapport aux forces de dissolution qui l'ont assaillie, c'est aussi parce qu'elle se sent à nouveau menacée. Mais je crois que ce qui est dominant, ce qui est décisif pour nous, c'est que la relation n'est pas une relation à l'ennemi, c'est une relation à l'autre. L'Union européenne a énormément de difficultés à se penser dans sa singularité non hostile. Elle s'est pensée comme une universalité. Ça a été un universel entravé par le stalinisme, entravé par un certain nombre de choses. Et au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, c'est bien l'allusion à Fukuyama qui a été faite, elle s'est pensée comme une sorte de coopération renforcée de l'ONU. Elle a du mal à s'accepter dans une singularité qui n'est pas nécessairement une singularité agressive. Elle a beaucoup de mal à accepter les autres. Qu'est-ce que c'est qu'un autre? C'est quelqu'un qui n'est pas vous, mais qui est avec vous dans une relation permanente d'association et de rivalité. Donc ça interdit toute relation manichéenne, soit de soumission. Nous ne pouvons plus accepter la bienveillance américaine comme allant de soi, puisqu'à toutes les 10 minutes, nous recevons des électrochocs de la part de l'administration américaine. Nous ne devons pas les considérer non plus comme des adversaires irréductibles, car ils restent essentiels à notre sécurité, même si ce n'est pas du tout comme avant. Nous ne pouvons pas accepter un certain nombre de comportements de Vladimir Poutine, et nous ne devons pas faire, vous nous y avez invité, preuve de complaisance, mais en même temps, nous savons bien qu'avec la Russie, nous aurons, et nous devons avoir, et nous devons chercher à avoir des relations qui sont
qui sont équilibrées, à condition évidemment que nous sachions nous protéger contre les tentatives de déstabilisation d'une partie de l'Europe orientale. Avec la Chine, c'est la même chose. Nous ne devons pas être dans l'attitude de M. Salvini qui, au nom de Mme Le Pen, s'est-elle rendue compte qu'en fait, elle se met dans une situation d'auxiliaire de la puissance chinoise, avec une conception extraordinairement unilatérale des relations à travers les routes de la soie, et en même temps, nous savons bien que nous avons énormément de choses à faire avec la Chine. Ça demande de la part de l'Europe une maturité, un rapport adulte. Nous ne sommes plus comme des enfants qui avons besoin de protecteurs et d'amis. Nous ne sommes pas encore comme des vieillards qui maudissent tout ce qui l'entoure parce que c'est vraiment affreux, tous ces jeunes qui veulent prendre notre place. Nous sommes dans une situation d'adultes en face de gens qui vous veulent du bien, qui vous veulent du mal, qui défendent leurs intérêts, qui défendent leurs valeurs et avec lesquels nous devons avoir une relation positive. Et là, et c'est pour ça que le problème n'est pas le problème de la relation avec la Chine, de la relation avec la Russie, de la relation avec l'Amérique, le problème c'est la relation à nous-mêmes. Nous n'avons jamais répondu aux 3 questions qui seules peuvent fonder une véritable communauté politique. Qui sommes-nous? C'est-à-dire quels sont ceux qui doivent être membres de ce club? Et il est évident que ce sont des gens qui ont en commun une certaine idée du droit, de la démocratie, du respect des autres, et qui est un apport propre de l'Europe. Nous ne répondons pas à la question « que voulons-nous faire ensemble et que voulons-nous faire séparément au niveau de nos États ?» et nous ne répondons pas à la question « comment peut-on fonctionner, comment peut-on avoir un modèle démocratique pour 27 États différents, qui n'est évidemment pas le même qu'un modèle démocratique pour une nation unitaire comme la nation française. » Ces 3 questions nous effraient. Elles sont comme des phares dans lesquels les 27 lapins que nous sommes, 28 si on compte encore le Royaume-Uni, on ne sait jamais s'il est sur la route ou à côté de la route, ces 27 lapins regardent ces 3 questions, ne sont pas capables et les enfouissent. Les psychanalystes, ce n'est pas nous. Ce sont les 27 qui se réunissent aujourd'hui. C'est à eux de déterminer et de proposer à leur peuple ce qu'ils veulent. Qui sommes-nous dans l'Union européenne? Que voulons-nous faire? Que voulons-nous défendre? Et comment voulons-nous le défendre? Ces 3 grands blancs n'ont jamais été coloriés. D'aucune façon, nous pensons pouvoir éviter ces questions fondamentales. Et là est l'origine principale de l'euroscepticisme et de notre timidité extrêmement préoccupante dans un monde peuplé de menaces, la timidité préoccupante qui est celle des Européens. Le problème n'est pas celui de l'Union européenne, c'est celui de l'Europe, celui des peuples européens, celui des gouvernements européens, celui de la civilisation européenne. Est-ce que nous voulons être quelque chose au XXIe siècle? Je parlerai comme Sieyès. Qu'était l'Europe en 1914? Tout. Qu'était-elle en 1945? Rien. Qu'aspire-t-elle à devenir au XXIe siècle? Quelque chose. Encore faut-il qu'elle le veuille. Bravo! Là, on oublie la béquille, Jean-Louis. On est tout enflammé. Et nous voilà de retour, comme nous y incitait Thierry, nous voilà de retour à la psychanalyse. Donc, Francisca, quelles sont vos réponses à ces 3 questions existentielles posées par Jean-Louis Bourlange? Je pense que la question centrale, c'est qu'est-ce que nous voulons faire ensemble? C'est la question, c'est pas juste parce qu'on a la paix ensemble, parce que je veux dire, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas. Il faut expliquer qu'est-ce que nous voulons faire ensemble. Et moi, je pense qu'une des questions ou un des objectifs pour moi, c'est d'avoir une économie sociale et écologique, de faire ça ensemble. On sait, le ministre en a parlé tout à l'heure, les batteries, mais en ce moment, c'est que produit en Chine. Si nous, Européens, on veut avoir un changement de notre mode de production, d'économie, etc., mais on a besoin de cette technologie. On n'y arrivera pas sans. Il faut y investir. C'est un objectif, je veux dire, sauver l'Europe pour sauver le climat. On n'arrivera pas seul. Un deuxième objectif,
pour moi, c'est de dire on veut garantir une stabilité sociale, une cohésion sociale. On n'y arrivera pas seul. Quand je vois comment les grandes sociétés dont vous avez parlé tout à l'heure ont bénéficié des loopholes, des trous dans toute la politique de taxation, etc. C'est terrible, personne ne le comprend. On n'aura plus le moyen de financer les écoles, les universités, etc. si on n'arrive pas à faire participer tout le monde dans le projet européen de financement. Ça, c'est une question de sociale, on arrivera à faire ensemble. Et une troisième, et je suis convaincue que c'est le futur de la digitalisation, on y arrivera ensemble. Une cloud, je vous donne un exemple précis en Allemagne. En ce moment, on a un débat sur où est-ce que la police enregistre les vidéos qu'ils prennent de surveillance. En ce moment, ils payent Amazon pour avoir un endroit pour l'enregistrement. Je trouve ça incroyable. C'est une question de sécurité. On devrait avoir un European Cloud où on a nos data, nos données, et ce n'est pas ni aux États-Unis ni aux Chinois de nous donner ça. Ça, c'est aussi, est-ce qu'on veut avoir un futur en digital ensemble? Et après, la question, comment le faire? Mais moi, je défends une idée d'une république fédérale européenne. De dire une république, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que tous les citoyens soient égaux. Ils ont les mêmes droits, un Roumain, un Allemand, un Français, un Suédois. On a les mêmes droits de politiques, mais aussi sociaux. Et c'est aux États-nations et à l'Europe de les défendre et de les mettre en œuvre. Je pense que ça, de dire on repart par le bas, c'est pas par définir les droits du Conseil, etc., mais de dire quels sont les droits des citoyens qu'on veut défendre en commun. Et c'est ça ce qui nous définit. Et ce ne sont pas juste, des droits des entreprises, mais des droits des citoyens. De repartir par là, de dire quels sont les droits qu'on veut avoir en commun, défendre en commun, et se donner les moyens pour le faire. Dans un monde qui devient plus hostile, mais peut-être aussi, il y a des moments où ça nous aide. Et moi, j'ai l'impression, ce qui me donne vraiment espoir ces jours-ci, ce sont les jeunes, les élèves qui se mobilisent tous les vendredis pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est un projet européen, ils ont une conscience européenne, ils font ça tout partout en Europe ensemble, les mêmes jours. Ils font des grèves européennes et c'est un tout nouveau mouvement et je pense qu'il faut prendre leur énergie et refonder l'Europe sur leur projet aussi. Mais on voit aussi que cette génération qui utilise une technologie qui n'est pas européenne, donc c'est Facebook qui permet aux jeunes, et pas seulement aux jeunes, on l'a vérifié en France ces derniers mois, de créer ces mouvements d'opinion, ces mouvements de foule. Bernardino Léon, l'Espagne, et je crois qu'on ne l'a pas assez souligné, a fait un effort remarquable et continu pour rejoindre l'Europe très rapidement, après être sorti du franquisme, a surmonté aussi une crise économique et sociale majeure, beaucoup plus grave que celle qu'on a pu connaître un peu plus au nord de l'Europe. Est-ce que selon vous, cette idée de Francesca, qu'en fait c'est par un ciment social, et après tout c'est l'une des grandes conquêtes européennes qu'un système social, un welfare state, et nos amis britanniques qui ont beaucoup contribué à l'origine, est-ce que c'est par le ciment social que l'Europe peut répondre à l'une des trois questions existentielles posées par Jean-Louis Bourlange? Oui, tout à fait. Je pense que l'Espagne représente un exemple d'intégration, de comment l'Europe peut jouer un rôle très positif, mais aussi comment la crise de l'Europe et la crise ou les attaques contre l'Europe qui viennent de certains pays menacent ce succès. Donc effectivement, on a vu un pays qui a développé rapidement des institutions démocratiques, qui en 2004 a souffert une attaque terroriste, djihadiste terrible, et qui a montré un système judiciaire très fort, le seul des grands pays attaqués par ces groupes terroristes djihadistes, qui a utilisé le système de justice ordinaire sans appliquer des législations spéciales ou des cours spéciales, qui a montré, je pense, une forteresse démocratique et sociale très forte.
Mais nous voyons aujourd'hui comment ces succès est menacé et nous voyons, et parfois je me pose la question comment nous, les Européens, parfois, ne sont pas suffisamment sophistiqués à regarder la réalité. Donc nous avons une situation en Espagne, nous avons de partis indépendantistes qui ont été toujours respectés par le système démocratique espagnol, qui ont été toujours actifs, présents dans toutes les institutions, libres d'exprimer leurs opinions, qui se sont présentés aux élections. Mais nous voyons comment on a les différents systèmes d'intelligence européens ont montré qu'il y a des ingérences dans les élections en Espagne comme il y a partout en Europe. Toutes les grandes forces anti-européennes ont d'une façon ou l'autre reçu cet appui. Et il est important de regarder la réalité, parce que la question aujourd'hui en Espagne, ce n'est plus comment on a fait ce parcours avec succès, comment on a surmonté la dictature de Franco, comment on a pu, grâce à l'appui de l'Europe, devenir un exemple de succès, mais comment on est menacé, comment l'Europe souffre cette menace réelle et comment, si on n'est pas capable d'agir ensemble et de renforcer les institutions européennes, le droit, la démocratie, le droit de l'homme, et de le faire autour de l'Europe, mais aussi dans l'Europe, on risque vraiment, pas seulement de perdre le projet européen, mais aussi dans cette route, de voir que nous perdons aussi quelqu'un en réalité nationale. Igor Jürgens, vous nous incitiez tout à l'heure à moins de complaisance. De complaisance par rapport à quoi? Il y a des slogans partout. Il nous faut faire ça, il nous faut faire ceci, cela. Et ensuite, l'effort n'est pas comparable à slogan de temps en temps. C'est ni à niveau d'intégration, ni au niveau de l'opposition à certains actes agressifs, par exemple. Qu'est-ce que vous faites à l'Ukraine, par exemple? L'Ukraine. Faites l'Ukraine. J'ai entendu parce que vous pensez que l'Ukraine est agressive par rapport à l'Union européenne? Non, ou non, là je vous comprends mal. Non. Chaque fois quand on discute le conflit ukrainien, de la part des Européens, il y a des discours disant qu'il faut appuyer l'Ukraine, il faut construire quelque chose. Maintenant, l'effort de l'Union européenne de créer quelque chose de tangible, susceptible d'être vivant, anticorruption à l'Ukraine, c'est négligeable pour l'instant. Donc, complaisance, à mon avis, complaisance de l'Union européenne. Pardonnez-moi, mais donc vous nous expliquez qu'en gros, la situation en Ukraine, qui est certes préoccupante, et on peut avoir ce monsieur Zelensky élu démocratiquement président de l'Ukraine dans une dizaine de jours, c'est de notre faute. C'est la faute de la situation. Écoutez, on a commencé par les lunes de miel. Monsieur Poutine est arrivé à Bruxelles en 2003, ouvrant toutes les possibilités de coopérer. On a créé 4 espaces communs, espace économique commun, espace de sécurité commun, etc. On a commencé d'être les amis. Ensuite, en 2007, il est venu à Munich en disant « Non, vous ne prenez pas au sérieux, hein, le seul promis, pas d'avancement de l'OTAN vers notre frontière. » Mais comme Thierry a déjà dit, à Bruxelles en 2008, vous avez dit oui, le potentiel d'entrée de l'Ukraine et de Géorgie à l'OTAN est possible. Non, mais ça a été immédiatement bloqué, et en particulier par la France. Oui, donc ça n'a jamais été à l'ordre du jour. La France, l'Italie, différents autres pays dans le titre bilatéral, nous sommes dans la coopération assez fructueuse. Mais quand on parle de blocs, des choses, surtout des blocs de sécurité, c'est vraiment devient un danger. Et l'Ukraine, c'est la victime de cette confrontation, oui. Parce que les Russes pensent que c'était l'opération de CIA, de coup d'État à l'Ukraine contre la Russie. Les Ukrainiens pensent que c'est les Russes qui ont commencé l'acquisition l'annexion de Crimée et de Donbass. Donc, il faut commencer de parler là-dessus. Et bien sûr, quand je parle y compris de la Crimée, si je vous suis. Y compris de tout.
y compris de Chypre du Nord, y compris de beaucoup de choses qui ne sont pas résolues, y compris de Nagorno-Karabakh à Azerbaïdjan, etc., etc. Mais complaisance de dire qu'il faut faire quelque chose et ensuite rien, c'est la complaisance. Jean-Louis Bourlange, est-ce que véritablement l'Europe ne fait rien ou à entendre notre ami, qui, et il a eu raison et je le souligne, n'est pas le porte-voix du Kremlin, est-ce que véritablement l'Europe, par ses déficiences, serait à l'origine de cette incompréhension avec M. Poutine? Non, moi je ne crois pas. Je crois que l'évolution a été intérieure à l'Union, à la Russie d'abord. On a vraiment eu... je distinguerai sur ce plan l'Europe des États-Unis. Nous n'avons pas eu tout à fait la même approche, notamment sur l'affaire de l'extension à l'OTAN. Il est clair que les communiqués officiels ont été un peu ambigus, mais il est clair que la France et l'Allemagne en particulier se sont clairement opposés aux États-Unis dans l'idée d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN potentiellement. Je crois que nous avons envoyé des signes, alors c'est des signes diplomatiques, donc généralement les signes diplomatiques sont à peu près incompréhensibles par toutes les populations normalement constituées. Oui, mais pas par les diplomates et pas par les chefs d'État. Donc je crois que nous avons toujours été, nous avons fait une analyse, il y a le point de départ. Le point de départ, je ne discute pas sur l'extension de l'OTAN, sur l'attitude du président Bush. En réalité, M. Gorbatchev a, à mon avis, très mal négocié le retrait. Les Allemands le disent d'ailleurs, les conseillers du chancelier Kohl disent qu'ils étaient prêts à faire beaucoup plus de concessions pour avoir l'unité allemande, etc. Peu importe. Mais nous avons toujours pensé que fondamentalement, nous avions un rapport très positif à établir avec la Russie. Peut-être avec un peu d'idéalisme à la Fukuyama, en disant la Russie, avec Helsinki, au-delà de tous les problèmes de corruption, d'oligarchie, etc., va évoluer vers un système progressivement démocratique, capitaliste, et nous allons pouvoir entretenir avec elle des relations de coopération, pas d'intégration, parce qu'elle est trop grande pour entrer dans l'Union européenne. Nous avons vraiment pensé ça. Et d'ailleurs, les Russes nous ont aidés. On est sortis de l'affaire du Kosovo, où nous étions quand même très mal engagés, parce qu'à part de bombarder des champs de patates à longueur de journée par les forces de l'OTAN, on n'arrivait pas du tout à s'en sortir. C'est bien parce que les Russes ont lâché Milosevic qu'on a pu réussir à sortir de ce débat à l'époque. Donc on a eu, et puis il y a eu le Premier ministre, Medvedev, on a eu une très grande espérance. Et la chose s'est cassée profondément. Alors je ne sais pas pourquoi, je pense que la crainte de la contagion démocratique européenne a joué très fortement dans les cercles dirigeants russes, en disant nous ne voulons pas de ça. Et deuxièmement, je maintiens que l'orientation fondamentale des Russes entre l'Europe et la Chine est mauvaise. Le vrai danger pour les Russes, c'est la Chine. Je comparerai, et je termine là, la situation de la Russie aujourd'hui à celle qui fut la situation de la France au lendemain de 1815. Au lendemain de 1815, nous étions tous convaincus en France, enfin toute l'aile libérale, parlante, les Chateaubriand, les Musset, etc., nous étions tous convaincus que c'était abominable, que la France était au fond du gouffre, elle avait perdu Waterloo, on était à la merci de l'Europe. Seuls les plus sages, c'est-à-dire Talleyrand, Louis-Philippe, etc., disaient non, nous sommes très puissants en Europe et nous n'avons pas intérêt à modifier le nouveau statu quo. Ceux qui ont pensé le contraire, comme Napoléon III, ça a conduit au désastre en 1871. Eh bien, les Russes, c'est la même chose. Il y a cette espèce de sentiment d'humiliation très profonde de la chute de l'Union soviétique. C'est vrai que c'est une humiliation, c'est un échec historique majeur, et en même temps, les Russes n'ont pas admis que le système qu'ils pouvaient construire pacifiquement, coopérativement, avec une Europe réunie, était quelque chose de bien préférable à ce qui les attendrait s'ils jouaient une carte de division avec la Chine. Encore un mot sur la Syrie.
les Russes avaient raison, nous avons eu tort d'un bout à l'autre d'essayer de prétendre régler ce problème que nous n'avons absolument pas réglé sans les Russes qui avaient une présence légitime ou pas légitime, parce qu'au Moyen-Orient, personne ne sait qu'il y a une présence légitime, mais une présence réelle dans ce pays. Nous aurions dû, dès le début, faire affaire avec eux. Nous avons eu, je crois, raison sur l'Ukraine et nous avons eu tort sur la Syrie. Igor Jurgens, revenons à la Chine, ce qui était d'ailleurs, tel que Thierry de Montbrial nous l'a proposé, le thème de cette discussion. Est-ce que véritablement le rapprochement, en particulier à travers cet énorme contrat gazier dont on ne connaît pas toujours d'ailleurs les vrais termes, est-ce que le rapprochement entre la Russie et la Chine vous paraît être une réponse à cette équation qui nous est proposée ce matin? Que doit faire l'Europe face à la Chine d'un côté et aussi face à l'Amérique de Trump? Vous nous poussez vers le mariage non naturel. Hein? Ah, moi, non, pas du tout. Moi, je suis pour toutes sortes d'unions. Bien sûr, vous savez, les situations politiques et géopolitiques nous poussent vers ce mariage en naturel. Ah, c'est de notre faute, alors? Non naturel. Encore une fois? Non, c'est notre faute à nous. Toutes les fautes des peuples russes, c'est les fautes à nous. Mais il faut avoir le partenaire pour choisir la civilisation et le futur développement. Et on a commencé à 2000, 2001, 2003, jusqu'à 2005. On a commencé ensemble. Ensuite, M. Poutine et l'élite russe pensaient qu'ils sont trahis par l'Europe, parce que ni système de sécurité, ni coopération économique, ni avancement, ni extension de l'OTAN et les autres choses ne marchent pas, y compris Eastern Partnership, qui a été le projet. Et Pékin vous paraît être aujourd'hui, M. Xi Jinping, un allié plus écoutez, sûr? Il y a des civilisations qui sont autocratiques. Vous ne pouvez pas installer démocratie en Chine dans 10 ans, 20 ans. Donc, nous sommes autocrates. Aujourd'hui, nous, les Turquies, dans un certain sens, la Chine, l'Inde et les autres pays qui ne sont pas avancés comme l'Europe sont autocratiques. Et l'autocratisme de Xi Jinping et de Poutine fait les amis. Bon, on a eu le choix. C'était le choix en 2003 quand les choses commencent d'être beaucoup moins favorables pour nous. Bon, il faut s'arrêter, à mon avis, il faut commencer à parler à nouveau. Pour cela, il faut le format de dialogue. Pour l'instant, ça n'existe pas. Nous arrivons pratiquement au terme de cette discussion et la journée sera longue, qui permettra d'explorer évidemment d'autres angles, d'autres facettes des défis qui se posent à nous autres Européens. Mais j'aimerais que nous terminions, j'aimerais vous demander en fait à chacun d'entre vous de choisir un mot qui cristalliserait en quelque sorte la réponse que devrait apporter l'Europe, l'espérance, pour reprendre la formulation assez évangélique de ce qui nous a été proposé pour ce débat. Quel est le mot qui, selon vous, résumerait la proposition de l'Europe face au chaos du monde aujourd'hui? Jean-Louis, je commence avec vous. Un mot. Un mot, je ne sais pas, mais je reprendrai volontiers la phrase dont Commentaire a fait sa devise, qui est la formule de Thucydide: il n'est pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans vaillance. À méditer tout au long de cette journée. Bernardino. Je dirais union. Union parce que même si les attaques que nous avons aujourd'hui sur le droit international qui vient de Trump et sa position sur le Golan ou sur Jérusalem et exige une réponse politique ou l'appui au régime criminel d'Assad en Syrie et exige une réponse politique. Mais tout cela ne sera pas possible s'il n'y a pas une Europe unie. Donc la réponse politique doit être bien soulignée, doit être une réponse unie. Sinon, il n'y a rien plus à faire.
Igor Jorgens, un mot? Un mot en anglais, donc, de... Ah non, enfin oui, encore aujourd'hui, on verra après. Je me souviens plus comment Hegel le formulait, complementarity of the opposites. La complémentarité des oppositions. Des oppositions. Oui, enfin, voilà. ça ne va pas être tout à fait ça. Et donc ça, c'est les dialectiques. Et c'était toujours les dialectiques entre la Russie et l'Europe. Francesca Branter, vous avez le dernier mot. Pour moi, c'est la démocratie libérale. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut défendre comme Européens et ce qu'on doit protéger. Et parlant de Facebook, de l'influence des robots russes, on doit réguler la sphère digitale pour défendre notre démocratie libérale. On le fera ensemble. Et il faut aller à l'écoute des pays de l'Europe de l'Est. Je suis d'accord, on en a dit tout à l'heure, si on veut défendre la démocratie libérale, il ne faut pas juste y aller quand les leaders crient le plus fortement et le plus en provocation, mais quand ils ont des besoins et des doutes et des peurs très légitimes. Et là, en ce moment, par exemple, c'est la République tchèque qui est en bataille avec Huawei, avec la Chine. Elle se sent seule, elle est seule, et ce n'est pas acceptable. Et si on veut défendre la démocratie libérale, il faut résoudre ces problèmes, aller en Europe de l'Est, là où il faut, défendre notre cohésion sociale, et je suis bien optimiste qu'on y arrivera. Bravo, bravo, merci à vous quatre, merci à tous.